Je pense que ça fonctionne. On va laisser les gens rentrer. Donc, on s'excuse, les amis, hein? On a des petits problèmes techniques, des choses qui arrivent. On va laisser les gens entrer. Ça ne sera pas long. Alors, Stéphanie, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Alors, on est rendu à combien, Stéphanie? Oui, je te dis ça. Voyons. À 960, ben à 1000 quelques là. On est rendu à 1000. Bon, parfait. Bon, écoutez, les amis, hein, c'est des choses qui arrivent. On a eu des problèmes techniques. Alors, j'ai avec moi ce soir un invité que tout le monde attendait. On avait bien hâte de te voir à l'émission, comme on dit. Alors, on a avec nous Alexis Cossette-Trudel. Alexis, bienvenue. Merci. Salut Stéphane. Salut tout le monde. On est content de te voir. Juste avant qu'on aborde, qu'on entre dans le vif du sujet, je veux simplement remercier encore une fois les gens pour leur générosité, pour vos dons. C'est toujours le fun. J'ai fait une couple d'appels aujourd'hui, des suivis sur les messages téléphoniques. Et puis, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. Et on va faire une mise à jour financière là, vendredi en fin de journée pour vous donner les chiffres. Également, dans les discussions que j'ai eues avec le public, je vous dirais que je suis inquiet et que je vais y aller là, avec des gants blancs. Mais je suis inquiet sur deux sujets. Premièrement, des gens qui hébergent des personnes handicapées. Et les personnes handicapées, vous savez, c'est le curateur public qui fait partie du gouvernement du Québec, qui est en charge des personnes handicapées. Et je m'adresse directement au curateur public. Je souhaite vivement que les parents ou la famille des personnes handicapées aient un mot à dire sur la vaccination de ces gens-là, puisqu'encore une fois, on ne peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire. Là, si on prend par exemple en Europe, l'AstraZeneca a été retiré et tout récemment, justement, aujourd'hui, j'ai eu quand même une conversation avec une infirmière où un médecin lui a dit de ne pas parler d'une deuxième conséquence consécutive suite au vaccin. Donc, une personne de 47 ans au Saguenay qui a eu un ACV suite à un vaccin COVID et c'est le deuxième consécutif. Alors, moi, je me pose la question, lorsqu'un médecin dit aux infirmières de ne pas parler, qu'est-ce qui se passe dans ce système de santé-là? Donc, c'est très important de comprendre qu'on joue avec la vie des gens et on commence à s'inquiéter. Donc, soyez conscients de ce que vous faites. Alors, le message est lancé. Sans plus tarder, Alexis Trudel, c'est toujours un plaisir, mon frère, de te rencontrer. En fait, Alexis Cossette-Trudel, c'est un influenceur québécois, oui, mais je pourrais dire même un influenceur international, puisque j'ai eu même la chance de te voir, Alexis, traduit en italien et en anglais, probablement même en roumain, je crois. Je pense que c'est en roumain aussi, on a été oui, en roumain. En roumain, donc, et même, tu as fait des entrevues à l'étranger, comme Sud Radio avec M. Berkoff. Donc, c'est un plaisir de t'avoir ce soir. Ça fait plaisir d'être là. D'autant plus que, ben écoute, on va entrer dans le vif du sujet concernant la censure. Je sais que tu avais beaucoup d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Tu étais sur Twitter, vraiment, tu étais une machine sur Twitter. Tu avais, je ne sais pas combien de milliers d'abonnés. Et du jour au lendemain, tu as subi l'attaque de ces grands réseaux-là. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça... Ça s'est fait en deux vagues. Premièrement, la première vague a été conduite juste avant les élections américaines, c'est-à-dire vers la mi-octobre. Et là, ce sont tous les comptes je veux dire qu'il y avait les comptes solides qui pouvaient défendre une vision articulée autour de Donald Trump qui ont été censurés. Dans une vague, là, on a été censurés dans la première vague, c'est-à-dire avec Flynn et Powell. C'est ça? Non, ça c'est Twitter, ça c'est après. On a sur Facebook et sur YouTube, on a eu, c'est ça, il y a eu une première vague de comptes de gens qui... Ça frappait en premier sur Facebook? Sur YouTube et sur Facebook. En même temps?
Les deux à quelques jours d'intervalle. Et puis, par la suite, c'est en janvier, c'est Twitter qui a frappé. Puis là c'est là qu'on a été balayé avec Flynn, Powell et... Donc, mais c'est pas, ça s'arrête pas là, ça s'en va dans tous les sens. En France, il y a Silvano Trotta qui a été banni de Twitter aussi, je pense. C'est sa chaîne YouTube, c'est-à-dire que c'est même pas des personnes nécessairement pro-Trump, c'est des gens qui ont une vision articulée différente de celle des élites mondialistes qui sont ciblées. Je pense qu'il y a David Corbett aussi au Japon qui a été frappé, des gros influenceurs, c'est-à-dire que les personnes qui ont une réflexion critique, au début, on a fait passer les premières vagues de censure en disant bon, c'est des comptes pro-Trump, là, tu sais, c'est des pas bons. Mais après ça, on va plus loin, il y a comme la deuxième vague de censure, la troisième vague de censure, là, c'est pas des deuxième, troisième vagues. Il y a Robert F. Kennedy également, je sais que c'est un compte Twitter ou un compte donc, YouTube. C'est tous ceux qui s'opposent au discours mondialiste. On ferme les micros partout. Et ça, c'est très préoccupant parce qu'on sait que, bon, la démocratie repose sur la liberté d'expression et le clash des idées. Oui. Et là, ce qu'on empêche, on empêche justement le clash des idées. On dit, en fait, la logique derrière tout ça, c'est que le clash des idées est dangereux. T'sais, on appelle ça, ils vont dire, par exemple, en ce qui concerne le COVID, ils étiquettent n'importe quoi, des informations, ils vont dire, tu mets des vies en danger. Et ça, c'est la logique. Au lieu de dire, voici ce que les experts disent, oui. Et il y a des opinions médicales appuyées, sensibles et intelligentes là-dessus. Si on dit non, c'est dangereux. Dès que tu contestes l'OMS, par exemple, tout de suite, tu es considéré comme dangereux, alors que l'OMS a eu faux sur tout. Hein. Je veux dire, il n'y a pas eu une organisation qui a connu plus de ratés que l'OMS au cours de 2020. Non, en ce qui concerne notamment la dangerosité du virus, ils nous ont dit que c'était un taux de mortalité de 3,5 ce qui est absolument inconcevable. Oui. À 3,5 les gens tombent dans la rue comme ça. Là, c'est presque la peste noire et c'est ça qu'ils essayaient de nous vendre. Là, nous autres, on a regardé les chiffres, les trucs. Il y a eu des études. Le professeur Ioannidis a commencé avec ses études à Stanford. Il disait non, c'est comme la grippe. Et puis, ce qui est préoccupant, c'est que ce ne sont pas seulement les influenceurs qui se font censurer, c'est également des médecins. Ben oui. Des médecins, des avocats. Et donc, là, c'est... Même des comptables. Même des comptables. Et donc ça n'a plus... c'est plus justifié intellectuellement, c'est motivé politiquement maintenant. Oui. Et en 2020, on a connu, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de censure que maintenant. Genre, sous l'Ancien Régime en France, les gens étaient plus libres de parler, qu'ils ne le sont maintenant. Moi, j'ai répertorié 7-8 niveaux de censure. J'en ai parlé, je pense, brièvement dans mon dernier web journal. Bon, il y a la première, le niveau de censure, qui est compréhensible d'une certaine façon. Là, c'est comme diffamation, quand tu attaques la réputation de quelqu'un, incitation à la haine. Ça, c'est bon, tu peux te faire taper sur les doigts pour ça. Mais après ça, il y a un autre niveau de censure, c'est-à-dire que tu dis des choses et là, ton employeur, si ça ne fit pas avec les valeurs de ton employeur, il peut mettre un terme à ton embauche. Alors, pensez-y à toutes les personnes, là, je veux dire, il n'y a personne, étant donné que tout le monde est précaire financièrement, il n'y a plus personne qui ose parler, là, parce que tu peux perdre ton emploi. Cette forme d'intimidation-là, au niveau d'un employeur, sans parler d'intimidation, mais de censure, tu n'as pas vécu ça, toi, avec la commission? C'est exact. Hein? C'est exactement ce qui s'est passé avec moi, mais je ne peux pas en parler parce qu'il y a eu une entente. Et c'est exactement ça. Mon employeur était dit, je veux dire, en tout cas, bon, voilà. Oh oui. Donc, l'employeur, puis après ça, il y a les ordres professionnels qui t'obligent au silence. C'est-à-dire que si, par exemple, si tu es ingénieur, tu travailles dans une compagnie, la compagnie peut te renvoyer, mais tu peux aussi te faire appeler par ton ordre professionnel des ingénieurs pour te dire quelque chose. Là, c'est toi qui en sais quelque chose. Ah oui. Il y a un bel article du Journal de Montréal que le comptable complotiste aujourd'hui. Voilà, donc, premier niveau, diffamation. Après ça, employeur, ordre professionnel. Après ça, il y a les plateformes de médias sociaux qui peuvent te censurer, comme on vient de le dire. En cinquième lieu, il y a les médias qui vont procéder à des assassinats sociaux. Ah, mais oui. Ils vont cibler quelqu'un et là, ils vont te faire une tête, ils vont comme déformer les propos, etc. Ils vont en faire une tête de Turc, ils vont l'assassiner socialement. Oui. Ça, ils me l'ont Ou fait ils vont aussi. tenter de l'assassiner. Ils vont tenter de l'assassiner socialement. Mais, ça a quand même un certain impact. Là. Moi, je les vois un peu comme des Terminators sociaux. Là. C'est comme ils se promènent dans la population des T-800, là, puis là, ils ciblent.
Et donc, tu sais, comme Lagacé a fait ça là, récemment dans un article, là, les édentés, etc. Là, ils vont te. Oui. T'as une Ça, c'est Patrick politique. Lagacé, hein, les édentés. Dr Chamberlain a fait ça aussi. Ouais. Alors que partout dans le monde, les gens questionnent les mesures sanitaires de différentes façons, gagnent devant les tribunaux. On gagne cause, comme en Allemagne, par exemple. En Allemagne, Merkel a reculé aujourd'hui, elle s'est excusée et elle a reculé. Ils font miroiter une troisième vague en Allemagne et là, elle voulait interdire les réunions pour Pâques. Mm-hmm. Et là, il y a eu un débat, elle a reçu des tomates et tout ça, et puis s'est fait traiter de tous les noms, même les politiciens ont embarqué. Les gens sont tannés en Allemagne et elle a reculé. Est-ce que c'est des édentés en Allemagne? Tu comprends? Est-ce que c'est des personnes qui sont dans le déni de la réalité, comme le dit Dr Chamberlain? Alors, c'est ça. Donc, il y a l'assassinat social de la part des médias. Après ça, il y a, en termes de niveau de censure, il y a toutes les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires, c'est de la censure. C'est comme le masque, c'est une muselière. C'est une façon de te la faire fermer. Hein? C'est ce que j'ai appelé la burqa sanitaire. Oui. Hein, c'est comme, pas juste ça, c'est qu'on t'empêche de parler aux gens puisqu'il y a la distanciation sociale. On ne peut pas avoir de réunions de famille, pas de funérailles, pas de mariage, pas de fête d'enfants, pas rien. On ne peut plus se rassembler, pas de souper de famille, pas de dîner de Noël. Ça, c'est une forme de censure par compartimentalisation. Hein? Après ça, il y a comme un autre niveau de loi gouvernementale que j'ai essayé de combattre un peu, qui ont essayé de pousser au gouvernement fédéral au début de la pandémie, c'est-à-dire on parlait de désinformation en ligne. Tu comprends? Censurer ceux qui faisaient de la désinformation en ligne, et ça vient de l'ONU. C'est des directives de l'ONU pour prendre le contrôle du discours sur Internet. Et finalement, en 8e place, 7 ou 8, là, il y a la peur, l'autocensure, qui vient comme le glaçage, la crème sur le sundae. Je veux dire, le glaçage sur le gâteau, la cerise sur le sundae. Oui. Alors, dans un contexte où est-ce qu'on a comme 7-8 niveaux de censure comme ça, là, on n'a jamais été autant censuré. La parole n'a jamais été autant censurée en Occident qu'elle l'est présentement. Oui, et ça, c'est le propre des sociétés qui se dirigent vers le totalitarisme. Vers le totalitarisme, exactement. C'est le contraire de la démocratie. Encore une fois, si tu émets un doute, tout de suite, on t'accuse de vouloir tuer grand-maman. Et c'est vraiment ça qui se passe, là. Les gens, il faut que chaque fois qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre du narratif, ça revient toujours. Hein? On se sent coupable, on est visé, on est censuré. Et le truc, c'est que, comme tu dis, on est en train de passer, de quitter la démocratie tranquillement et de s'en aller vers ce qu'on pourrait appeler la tyrannie, mais moi, je l'ai appelé tyrannie technosanitaire. Ou un mode de gestion technocratique sanitaire. Dans un mode de gestion technocratique, ce sont les experts qui dirigent, comme les Horacio Arruda, toutes des personnes dont Horacio Arruda, on connaît son nom, mais il y a plein de panels qui vont vous dire qu'est-ce qu'on doit enseigner à vos enfants à l'école, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous devez manger. Et ce qu'on voit, c'est que le programme du Forum économique mondial, c'est ça. Ils vont vous dire quoi manger, combien d'électricité vous allez pouvoir utiliser. C'est le règne des experts de la technocratie, parce qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous, mais eux savent ce qui est bon pour nous, donc ils vont nous... ce qui est bon pour la planète, donc c'est comme le communisme, hein, l'individualisme est mauvais, et donc, je veux dire, il faut penser, il faut que tu te sacrifies pour la collectivité essentiellement. Donc, tu réduis ta consommation d'électricité. Mais évidemment, c'est basé sur une fraude, là, mais réduis ta consommation d'eau, d'électricité. En Californie, ils ont des quotas d'eau dans certaines régions. Là, tu ne peux pas prendre ta douche puis laver ta lessive la même journée parce que tu as un quota d'eau. Bon, fait que c'est ça. On s'en va graduellement vers ça. Ils nous ont vendu ça sous l'étiquette du développement durable, les buts de l'ONU, la PIN d'Arruda, Oui. C'est tout ça. Mais la PIN, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la PIN d'Arruda, les objectifs du développement durable, c'est justement ça, c'est le gouvernement technocratique vert. Et donc, le truc, c'est que, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que jamais la population aurait pu volontairement accepter cette passation de la démocratie à la technocratie, parce que les gens veulent garder leur capacité de décider pour eux-mêmes et d'élire leurs représentants qui les représentent. Et ça prend nécessairement une crise, un catalyseur pour faire en sorte que les gens, finalement, écrasent puis acceptent de se soumettre
je veux dire, au bien commun. C'est pas le bien commun. C'est pas le bien commun parce que ça détruit l'humain. Ils essaient de nous vendre le développement durable. On va sauver la planète, etc. Mais finalement, tu ne peux plus voir tes enfants à Noël. Il faut que tu choisisses lequel que tu vas rencontrer. Tu te rappelles la déclaration du B, là? Voyez-en juste un. Allez plus voir vos grands-parents. On vous oblige de porter le masque à l'école pour vos enfants. On vous embrigade dans toutes sortes de mesures qui font en sorte finalement de générer de la soumission et un renoncement à son amour-propre, à sa... le terme exact, c'est comme c'est pas la capacité d'autodéfense, mais l'instinct d'autopréservation. Tu comprends? Quand tu envoies ton enfant à l'école avec le masque, là, c'est comme si tu renonçais un peu à ton instinct d'autopréservation. Ils te vendent ça comme de la protection, mais finalement, c'est que contre ton meilleur avis, tu cèdes à l'État ton enfant. Et donc, c'est des opérations psychologiques compliquées, tout ça. Mais effectivement, on est en train de passer tranquillement de la démocratie à la technocratie. Ils nous vendent ça. L'objectif, Alexis, de tout ça, là, si on se résume, là, Carlo Bouza parlait d'un premier cercle décisionnel, là, les oligarques, les très, très riches. Eux, leur objectif, c'est quoi? C'est le pouvoir pur, le fait de posséder les véritables sociétés. On va vers de la spéculation. Oui, mais spéculons. Ils ont clairement un objectif. Ils ont clairement un objectif. Oui. Le truc dans tout ça, c'est que ça revient à le dernier web journal que j'ai fait, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le grand capital, ou ce qu'on appelle le 1% pour faire plus commun, là, n'a plus besoin du reste de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont déjà toutes les technologies pour avoir des usines autogérées par les robots, une intelligence artificielle, etc. Alors, essentiellement, on est de trop. Ça nous amène, allons tout de suite au sujet dont je vais te parler peut-être un peu plus loin, mais on parle tout de suite de la fameuse 4e révolution industrielle. Pourrais-tu nous expliquer ce concept-là? C'est un concept, en fait, qui a été développé par le Forum économique mondial. Ça vient de l'Allemagne. Ça a été développé, là, mais initialement, ça vient de l'Allemagne c'est-à-dire que c'est des avancées dans la robotique qui permettent aux usines d'être autonomes. Et ça vient aussi avec l'Internet des choses, là, tous les objets communiquent entre eux avec la 5G, etc. Et donc, c'est ça, c'est que avec l'intelligence artificielle et la robotique, les travailleurs sont superflus. Le grand capital n'a plus besoin du prolétariat qui, normalement, dans la théorie marxiste, le prolétariat vend sa force de travail. Oui. C'est son seul outil, c'est sa force de travail, puisque le grand capital possède les moyens de production. Et il y a ce rapport de force entre le prolétariat et le grand capital, puisque le prolétariat peut refuser parce qu'il détient la force de travail. Oui. Eh bien, il vient avec la 4e révolution industrielle, essentiellement, ce que c'est que le prolétariat n'a plus aucune marge de manœuvre, n'a plus aucun pouvoir de négociation. Le capital n'a tout simplement plus besoin des employés. Donc, comme Jacques Attali parlait que l'humain, pour les grands oligarques, c'est rien d'autre qu'un outil, un objet sans dignité. Donc, le fait de vivre une crise sanitaire comme celle-là, où il y a des personnes âgées qui meurent, ou des enfants qui meurent. En fait, les personnes, la crise sanitaire, je veux dire, le fait d'avoir vidé les EHPAD, les CHSLD, etc., c'est tout à fait dans la logique de Jacques Attali qui disait, je veux dire, il va falloir penser à l'euthanasie pour les personnes très vieux quand tu n'es plus utile pour la société, etc. Là, on l'a vu, c'était quoi? Je veux dire, c'est borderline, je ne veux pas le dire parce que je suis sur votre site, là, mais c'est borderline euthanasie, ce qu'ils ont fait en France. Aux États-Unis, il y a des enquêtes contre Cuomo, contre différents gouverneurs qui ont sciemment retourné des malades dans les résidences de personnes âgées et ça a causé beaucoup de morts. Donc, parce je veux dire, quand on se débarrasse des personnes âgées, on fait une pierre deux coups, on n'a plus à payer les retraites. On n'a plus à s'en occuper physiquement, c'est-à-dire l'État, ils ne sont plus à la charge de l'État, on ne paye plus les retraites. Et pas juste ça, c'est qu'on coupe le lien avec le passé.
Et dans Oui. toutes les, dans toutes les, dans tous les, dans toutes les utopies, dans toutes les, tu lis comme Le meilleur des mondes, 1984, etc. Ben oui. Tu regardes Le avec novlangue, là. On refait tu sais, on ça refait le va dans le sens dictionnaire, là. aussi. C'est exactement ça. On refait la langue, on censure les livres, on déboulonne les statuts. Tu sais, pour avoir un monde Oui. nouveau, pour partir, il y a ça. Oui. Et donc, ça va dans. Il n'y a pas juste un impératif économique au fait de se débarrasser des vieux, il y a le fait que ça procède ça permet le reset social, le reset mémoriel. Tu sais, la fin de la transmission, il y a ça qui se passe avec les vieux, mais il y a ça qui se passe aussi avec les jeunes, puisqu'on les cède à l'État. Et j'ai parlé à plusieurs reprises dans mes web-journaux de ce livre d'Arthur C. Clarke, tu sais, celui qui a fait 2001-2010, Odyssée de l'espace, là. Arthur C. Clarke qui a écrit un livre qui s'appelle Les enfants d'Icare. Et dans ce livre-là, Arthur C. Clarke est très important parce qu'il révèle en filigrane beaucoup des plans mondialistes, là. Il y a comme plein de clins d'œil là-dedans. Mais dans Les enfants d'Icare, c'est justement ça. C'est-à-dire que c'est des. Parce que je ne veux pas m'éterniser, mais les parents Non. doivent finalement laisser partir leurs enfants partout sur la Terre. C'est comme les enfants sont appelés, puis ils doivent les laisser partir. Et c'est ça, c'est la rupture générationnelle. Il doit y avoir une rupture générationnelle pour avoir le monde qu'il souhaite pour opérer un reset social, un reset, pas social, mais un reset sociétal. Tu dois commencer avec la jeunesse, c'est-à-dire que tu dois empêcher les parents de transmettre leurs valeurs aux enfants. Il faut que tu les prennes, tu les mettes dans une... Puis que tu les places sous le contrôle de l'État. Et beaucoup des avancées qu'on a vues, je veux dire, au cours des 50 dernières années, sont allées dans le sens d'amoindrir le pouvoir des parents sur leurs enfants et de les céder toujours davantage à l'État. Et là, avec le COVID, on voit ça s'accélère, tu sais. Donc, coupure d'avec la génération d'avant avec les aînés, coupure d'avec la génération d'après avec les enfants. Et nous qui sommes dans la force de l'âge politique, censurés, je veux dire, à tous les niveaux, on a une société compartimentalisée complètement qui s'en va vers la tyrannie technosanitaire. Wow! Ça fait beaucoup de choses, Alexis. Tu es sur la coche, comme on dit. Ce qu'on va faire, Alexis, là, je vais te faire un tour parce que tu es très cérébral. Là, je vais t'amener du côté du cœur. OK, donc, mais en fait, ce qu'on veut, Alexis, aujourd'hui, là, je te tends un petit piège, mais un gentil piège, c'est qu'on aimerait ça. Il y a beaucoup de gens qui écoutent tes analyses, mais qui ne connaissent pas Alexis Cossette-Trudel. Donc, je vais aller sur ce terrain-là avec toi. Alexis Cossette-Trudel, est-ce que tu es né au Canada? Non. Non? Non, je suis né à Cuba. Tu es né à Cuba. Et qu'est-ce qui t'a amené à... Ben, mes parents étaient... Tu as fait un petit voyage dans le sud, puis finalement, ta maman a couché à Cuba, c'est ça? Non, c'était mes parents... C'était des felkistes à l'époque et donc ce sont ceux qui ont kidnappé le diplomate anglais James Richard Cross. Et en échange, lorsque la crise d'octobre s'est dénouée en échange du diplomate, la crise d'octobre, c'était l'autre couvre-feu là, il y a 50 ans. C'est la crise d'octobre 1.0, là, c'est-à-dire les mesures, le contrôle social, mais militaire, là, c'est sanitaire. Mais c'est ça, donc... fait qu'en échange, pour terminer la crise d'octobre, ils ont cédé le diplomate en échange d'un sauve-conduit à Cuba. Et puis là, me voilà arrivé à Cuba, la cigogne arrive. Et puis tu as vécu à Cuba jusqu'à quel âge? 2 ans. Quand j'étais petit, ma première langue, c'est l'espagnol. Quand j'étais petit, je parlais espagnol. Est-ce que tu parles espagnol encore? Non. Je fais semblant, mais je parle pas. On préfère l'entrevue en espagnol. Moi, je parle pas espagnol. Je fais semblant. Je suis capable de faire semblant, mais je ne suis pas capable de soutenir une conversation. Fait qu'après ça, on est allé en France. Là, ma sœur est née en France. Et puis, finalement, après ça, après la France, il y a il y a le journaliste, en fait, je pense que c'est le journaliste Régent Tremblay qui a fait le pont entre mes parents et le gouvernement canadien. Ah, OK, le journaliste sportif, là. Oui, c'est ça. Ah oui. Et finalement, c'est ça, il y a eu des négociations. Voulez-vous revenir au pays? Vous allez subir un procès juste et équitable, etc. Puis là, ils se sont dit, c'est mieux pour les enfants qu'on revienne au Canada. Qui connaissent un peu leur famille. Bon, on est revenu au Canada. Ils ont eu une peine tellement clémente de 2 ans moins 1 jour. Finalement, ils ont fait 8 mois en prison que le juge a dû s'expliquer sur cette peine-là. Fait que c'est ça. Donc, après ça,
vie normale, tu sais, à Montréal. Oui. J'ai beaucoup déménagé. Mes parents se sont séparés. J'ai décroché de l'école en secondaire 4. Ça, les gens ne savent pas, là, mais j'ai décroché de l'école. Un décrocheur. Un décrocheur qui a 2 PhD. Là, tu sais, bon, j'en ai pas continue. 2. Non, presque. J'en ai un 3/4. Un 3/4. OK, c'est bon. C'est ça. Parce que je voulais, tu sais, encore une fois, c'est parce que tu sais, je pensais différemment. Je voulais pas juste, tu sais, oui. apprendre. J'avais d'autres idées dans la tête. Puis là, je voulais faire des voyages. J'ai fait 4 voyages successifs en Asie. Et là, en secondaire 4, toi, tu t'annonces à tes parents, là, tu as quel âge en secondaire 4? 15, je ne sais pas, 16 ans. 15-16 ans. Et là, tu décides, toi, que tu veux partir à l'étranger puis te laisser aller? Non, ça a été une partie de bras de fer, mais tu sais, les gens savent, je suis têtu en maudit, moi. Ben les oui, gens savent pas, en fait. Je sais, je te connais aussi. J'ai l'air d'un gentil garçon, mais je suis comme le pire âne, là, tu sais, quand je veux. Fait que, donc, c'est ça, mais je fais 4 voyages, puis après ça, je me dis, merde, tu sais, j'ai pas d'avenir. Fait que là, je retourne, je fais l'éducation pour les adultes. Après ça, j'embarque à l'université, je fais une mineure. J'ai tellement des bonnes notes qu'ils m'acceptent pour le bac. Je fais le bac. J'ai tellement des bonnes notes qu'ils m'acceptent pour la maîtrise. Mais je veux dire, tellement des bonnes notes. Là, et là, tu étais en sciences politiques. Ton bac, c'est Sciences Po? Sciences politiques, c'est ça. Oui, après ça, je fais une maîtrise en sciences politiques. À quelle université tu as fait ça? À l'UQAM. À l'UQAM, OK. À l'UQAM. Produit de l'UQAM. Comme Guillaume Lepage. Oui, je suis un produit de l'UQAM. Ouais. Et donc, c'est ça. Là, je fais à l'UQAM, je fais relations internationales. Je fais un stage à la chaire Raoul Dandurand. Paradoxalement, okay. bizarre. Oui, on est comme qui est subventionné. On remercie les démarrés de subventionner. On est comme à couteau tiré, on n'est comme pas du tout sur la même position. Donc, je fais études stratégiques et diplomatiques, relations internationales. C'est pas mal. J'ai étudié beaucoup donc les guerres de nouvelle génération, exactement ce qu'on fait, la guerre de l'information. Donc, bon, c'est ça mon sujet. J'ai écrit, ça c'était en 2000. En 2000, j'étais comme un théoricien de la guerre de l'information. Puis après ça, en 2018, disons, j'ai commencé à devenir un praticien. Ah oui, puis est-ce que tu avais effleuré peut-être la commission Mockingbird là, aux États-Unis? Oh, ben non, ça c'est. Je veux dire, oui, là, dans mes recherches par la suite, mais c'était pas le thème de mes études en 2000. Fait que, donc, après ma maîtrise en sciences politiques, relations internationales, je suis allé en sciences des religions, mais j'ai surtout fait. C'est sciences des religions, mais c'est de la philo du langage. Si vous lisez ma thèse, là, essentiellement, c'est de la philosophie. Donc, je me questionne sur la capacité du langage à toucher à décrire ou à adresser des réalités non conventionnelles. Donc, l'ensemble de la philosophie occidentale, depuis Platon et puis même le discours religieux en Occident, prétend avec des mots décrire des réalités sublimes, des réalités qui dépassent les conventions. Et là, il y a des philosophes qui ont dit non, le langage, ça parle juste, c'est juste un réseau de conventions entre les hommes. Ça ne peut pas parler de ce qui dépasse les conventions, de l'absolu. Et donc, tout le langage philosophique religieux de l'Occident depuis 2500 ans est caduc. Il y en a qui ont pas réalisé que certains de ces philosophes-là disaient ça. Et moi, j'ai tenté de reconnecter, donc de refaire le lien entre le langage et les réalités plus spirituel. Plus philosophique, spirituel. Tu sais. Wow. Donc, ça, c'était ma thèse. Et puis là, après ça, j'ai continué. J'ai voulu faire un deuxième doctorat parce que puis là, c'était de la sémiologie. Donc, c'est encore une fois, c'est langage. Ta première thèse, tu as passé, tu as eu ton PhD. Oui, j'ai mon PhD. Ta conclusion de ta thèse, c'est quoi? C'est bien trop compliqué, gars. C'est trop compliqué. La conclusion de ma thèse, c'est que les philosophes qui ont tenté de s'aborder les fondements du langage philosophique religieux en Occident ont eu tort. Bravo. Tu as passé, fait que tu as raison. Pas nécessairement. J'avais des bons arguments, en tout cas. Mais après ça, donc, j'ai fait sémiologie. En sémiologie, c'est surtout... ce qui m'intéressait, c'est le lien social. Donc, tu sais, la sémiologie, c'est... sémiologie, c'est les symboles, ça. Hein? Signes, symboles, sens, signification, tout ce genre de trucs-là. Là, bon, mais moi j'étais en train de développer une nouvelle branche de la sémiologie, c'est-à-dire de la sémiologie sociale. C'est-à-dire, je regardais tout ce qui était des facteurs agrégateurs ou agrégatifs du peuple.
c'est-à-dire des individus. Comme par exemple dans le néolibéralisme, on dit qu'il y a comme une atomisation sociale, etc. Les gens sont de plus en plus éloignés les uns des autres, l'individualisme, etc. Et puis moi j'ai regardé les facteurs, qu'est-ce qui tenait les gens ensemble. Par exemple, la langue, c'est un facteur qui rassemble. La culture, c'est un facteur qui rassemble. La religion, c'est un facteur qui rassemble. Il y a plusieurs trucs comme ça et j'ai regardé de quelle façon c'est tous les éléments, comment je pourrais dire, agrégateurs, tout ce qui composait le ciment social était systématiquement attaqué. Ah, OK. Oui. Et ce qui est paradoxal, c'est que le summum de tout ça, c'est la crise du COVID. Parce qu'on est comme atomisé socialement, on n'a même plus le droit de se rencontrer puis de se parler. Fait que, donc c'est ça. Donc, en tout cas. Fait que ça, En fait, c'est vraiment une pratique de toute cette théorie-là. Tu le vois en pratique, ce qui se passe. Je suis dedans, là. T'es dedans solide. Et Alexis, par la suite, je crois que tu as été enseignant dans une commission scolaire. À quel niveau tu enseignais? Là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Non, mais sans aller, tu enseignais quoi? On ne nommera pas la commission. J'enseignais le français. Le français, OK. Le français, oui. OK. Voilà. Et à un moment donné, en plus, en termes, tu as skippé un petit passage quoi, dans ta vie. Tu as été impliqué aussi au niveau politique. Oui. Péquiste. Oui, c'est ça. Après le référendum de 95, j'étais au centre Guy Favreau le soir du référendum. J'étais très déçu. Je suis retourné à la maison et puis là, le soir même, j'ai appelé la Légion étrangère en France. Wow! Je partais. J'avais dit à mon père, salut papa, je m'en vais dans la Légion étrangère. Wow! Je change d'identité, Et puis, finalement, ça s'est calmé. J'ai décidé de militer au PQ. J'ai milité au PQ jusqu'en 2000. Je suis devenu président des jeunes du Parti québécois. Ça n'a pas duré longtemps. Le congrès a eu lieu, je pense que c'était en janvier 2000, c'est ça? En janvier 2000? C'est en janvier 2000, puis 2-3 mois plus tard, mars-avril, je quittais après le congrès national, donc les jeunes en janvier, le congrès national de 3 mois plus tard, parce qu'essentiellement, on nous avait fait mousser, on nous disait la souveraineté s'en vient, la souveraineté s'en vient. Oui. C'était qui était premier ministre 2000? C'était-tu Landry? Non, c'était Bouchard, le chef. C'est encore Bouchard, OK. Donc, tu as côtoyé un peu Lucien Bouchard. Oui, on s'est serré la main, on a été à une couple de rencontres. Là. OK. Puis, donc, je me suis rendu compte au congrès des aînés du Parti québécois qu'il n'y avait aucun plan pour la souveraineté. Puis là, à l'époque, j'étais très, très, très convaincu. Donc, puis il y avait des problèmes aussi chez les jeunes. J'ai quitté après ça. Ça ne me tentait pas de faire de la gestion d'autoroute, parce que c'était ça qui nous amenait Lucien Bouchard. Il n'y avait pas de projet. Il nous a juste amenés au congrès pour obtenir son vote de confiance. Puis après ça, il n'y avait pas de plan. Fait qu'on s'est fait rouler dans la farine, les militants, en 2000. Là. Fait que là, après ça, j'ai quitté la politique. J'ai écrit quelques années dans Le Devoir, jusqu'à à peu près 2010. J'ai écrit peut-être une dizaine d'articles au total dans Le Devoir. Wow. Après ça, j'ai tout arrêté. Et puis, c'est en 2017 que j'ai commencé à refaire surface. C'est-à-dire en 2017, avec la crise du chemin Roxham. Okay. C'est ça qui m'a allumé. Moi, je me suis rendu compte... je ne sais pas si tu te rappelles l'été 2017, quand ça a commencé, il y avait, c'était la passoire. Puis là, oui. C'était dans la foulée de la crise des migrants de 2015-2016 en Europe. Les bateaux qui traversaient, Merkel qui avait invité les millions de migrants, je veux dire, toute la planète à venir en Allemagne. Trudeau avait fait la même chose ici. Puis là, nous autres, on pensait qu'on était on était comme en sécurité de l'autre côté de l'Atlantique. Mais non, ils ont trouvé la faille. Une espèce d'entourloupe, puis là, ça rentrait par dizaines de milliers, ça faisait la file, etc. Puis aucun de nos politiciens semblait pouvoir faire quelque chose. Et là, c'est là que j'ai compris que on n'était plus en démocratie, c'est-à-dire que nos politiciens avaient les mains attachées, qu'ils étaient liés par des traités internationaux, qu'ils ne voulaient pas, et donc, que le peuple avait compte. Parce que si vous écoutiez, à ce moment-là, il y avait le Québec était choqué. Stupéfait, en état d'ébullition, c'est à l'été 2017. Si vous vous rappelez exactement la vibe, là, oui, je me souviens. Ça fait loin avec le COVID, là, mais les lignes ouvertes c'était propos
c'était propos incendiaires sur propos incendiaires. Comment ça se fait que les politiciens font rien? Tu sais, et là, j'ai commencé à écrire dans le journal Vigile. J'ai envoyé, en fait, j'ai recommencé à écrire des textes. Je pense que j'ai envoyé 1 ou 2 textes à Le Devoir, mais Le Devoir avait changé de direction. Moi, j'écrivais dans Le Devoir, là, puis le Devoir avait changé de direction à ce moment-là, puis il ne publiait plus mes textes. Tout d'un coup, c'était comme la porte était fermée. Fait que je me suis retourné vers Vigile sur Internet. C'était Richard Lehir qui... Ben oui, Richard Lehir qui était présent, justement. On avait eu un genre de conférence là, organisée par le Mouvement républicain du Québec. Oui, c'est là que je t'ai vu la première fois. Moi, j'étais là et toi, tu étais présent. Hein? Oui, c'est ça. C'est là que je t'ai vu la première fois. Voilà. Exactement. 2017. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est là que ça a commencé. Je suis allé là et puis... puis après ça, 2018, on s'est rencontrés en 2018. On s'est rencontrés en 2018. là, il y a eu Citoyens au pouvoir, puis c'est ce que j'ai dit. Et tu vois, je ne sais pas, les gens ont probablement plus de copies de ces discours-là, mais on avait fait un direct en 2018, justement, durant la campagne électorale, où est-ce que je te parlais, à ce moment-là, je te parlais de technocratie, de gouvernement des juges, de perte de contrôle de la population, je veux dire, qu'on était en train de sortir de la démocratie, c'était les mêmes thèmes en 2018 et c'était la raison pour laquelle je m'impliquais en politique. Parce que moi, je veux juste faire un petit commentaire cute là, sur Alexis parce que tu as toujours été timide dans ta vie. Là, ça, je peux te confirmer que tu étais timide. Tu n'aimais pas prendre la parole et tout. Mais en 2018, tu es venu à l'Assemblée annuelle de Citoyens au pouvoir du Québec et tu as pris la parole et Alexis, tu as eu une ovation debout. Et je pense que ça a peut-être été un élément déclencheur pour te faire comprendre à quel point on avait besoin d'Alexis Cossette-Trudel pour éclairer les lanternes de plusieurs personnes. Encore une fois, moi, c'est mémorable. Tout le monde s'est levé dans la salle systématiquement en même temps. Je pense que tu as compris le message que c'était pas fake. Là. Tout le monde en fait, je me rappelle juste que mon discours était très mauvais et que je voulais retourner à ma place le plus rapidement possible. Oui, mais toi, tu le trouvais peut-être mauvais, mais c'était un très beau discours, je peux toujours m'en souvenir. Et ça, c'était en 2018, bon, il y a eu l'élection, mais j'aimerais ça te ramener peut-être en 2016. Pour moi, 2016, ça a été un déclencheur au niveau de comprendre c'était quoi les grands médias, la tête du serpent là, avec le Brexit et l'élection de 2016. Je ne veux pas nécessairement qu'on aille dans les détails. Là. Je sais que les gens ne veulent pas qu'on aille dans les détails, mais peux-tu me parler de cette année-là pour toi? Qu'est-ce que ça a représenté 2016? Bien, 2016, c'est pas juste pour moi. C'est que mondialement, c'est un pivot. 2016, c'est le Brexit et l'élection de Trump. Donc, c'est le retour des nations. Oui. On glissait doucement vers... je veux dire, un gouvernement mondial. Mais vous le voyez, le gouvernement mondial, c'est les mêmes politiques partout qui sont appliquées simultanément. Les États n'ont pas de marge de manœuvre, sont tenus par la dette. Je veux dire, partout, les médias répètent les mêmes affaires. Vous voyez comme, on est comme dans une matrice, là, et on glissait graduellement vers... on pourrait appeler ce gouvernement mondial-là où les États n'ont plus réellement de marge de manœuvre, leur mot à dire, la démocratie est bafouée et tout ça. Les peuples élisent des personnes finalement qui ne les représentent plus. Oui. Et les Nigel Farage et Donald Trump de ce monde, là, sont des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche et qui disent des vraies affaires. C'est ça. Ça a été un gigantesque pavé dans la mare. Là, les personnes, justement, en Europe, là, ce qui a été un élément catalyseur pour le Brexit, c'est justement cette crise des migrants. Oui. Il y a toutes les politiques injustes. C'est de la guerre du Moyen-Orient, la Syrie. La Syrie, etc. À partir, ils ont ouvert les frontières, puis là, ils ont pris tout le monde, et puis... et donc, les Anglais ont dit, je veux dire, on n'est plus maître chez nous, etc. Et là, les peuples, ça faisait une coupe de pays qui se faisait faire le tour. Il y a eu ça a commencé, la réflexion, en fait, ça a culminé en 2016, mais ça a commencé pour moi et pour beaucoup d'autres en 2008 avec la Grèce. Je ne sais pas si tu te rappelles du coup. Oui. La fameuse crise, là, la crise. Ouais. C'est une crise totalement orchestrée pour faire trébucher la Grèce. C'est Goldman Sachs qui avait fait les finances de la Grèce pour que la Grèce puisse adhérer à l'Union européenne. Oui. Et puis, à partir du moment où elle est rentrée, je veux dire, elle s'est effondrée. Oui. Financièrement. On a fait voir, là, c'est là que les Étienne Chouard et compagnie, là, on a commencé. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés à ce moment-là. Oui. C'est comme là, tu sais, et donc ça, c'est comme l'impulsion initiale à l'intérieur de laquelle les gens ont commencé à parler, réfléchir.
et se questionner sur le mondialisme, sur l'Union européenne, Oui. sur le genre de... La zone euro et compagnie. Voilà. Et parce que la Grèce, ce qui était, je veux dire, elle a perdu complètement toute sa souveraineté. C'est-à-dire, elle a dû changer de premier ministre. Ils ont retiré le premier ministre élu et ils ont mis un technocrate qui était un ancien employé de Goldman Sachs, qui a commencé à tout vendre les utilités, il a commencé à vendre le port, le système d'aqueduc, c'est des affaires publiques, il les a rendus privés. Il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait qu'il paye la dette, mais il n'était même pas capable de payer les intérêts sur la dette. Mais tout ça c'était orchestré pour faire tomber la Grèce. C'est un croc en jambe pour piller la Grèce. Ils ont dû vendre des îles, ils ont dû vendre, c'est comme... après ça, la même chose s'est passée en Italie. En Italie, c'est Mario Draghi, qui est un ancien de Goldman Sachs. Même chose, c'est le même pattern. Ils font tomber le directeur de la Banque centrale européenne. européenne. Goldman Sachs, etc. Et donc, à partir de 2008, les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait anguille sous roche, que ce n'était pas pour notre bien. Tu vois? Et ça a culminé dans le Brexit. Puis après ça, donc, c'est ce que j'appelle le retour des nations, le retour du balancier. Oui. Et donc, le Brexit et l'élection de Donald Trump s'inscrivent dans ce qu'on appelle le retour des nations. C'est-à-dire que quand tu poses la question, quand tu mets un vox pop, quand tu mets un micro en dessous de la bouche des gens, tu te rends compte que le monde qu'ils sont en train de nous préparer, c'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent leur liberté, veulent garder contrôle sur leurs représentants, veulent une démocratie plus locale, veulent pas être dirigés par des technocrates. Mais si tu écoutes les médias et les maisons de sondage, là, ils te font croire que c'est inévitable, c'est vers ça qu'on s'en va, c'est ce que tout le monde veut. Et puis, les maisons de sondage, tout le monde croit à ça, mais je veux juste vous dire, juste une petite anecdote. Le soir de l'élection, justement, américaine en 2016, le New York Times annonçait Hillary Clinton à 96,5 ou 97 de chances de gagner. Et puis, c'est pas juste ça. Il y a eu le Brexit. Oui, c'est la même chose au Brexit. Le Remain, là, c'est les opposants du Brexit avaient 10 points d'avance, genre 3 jours avant l'élection. Et comment ils peuvent se tromper par 12 points? Même chose en Angleterre. Partout, les sondages se trompent par une marge de manœuvre faramineuse. Et c'est parce que, comme tu dis, les sondages sont en fait sont pas là pour... Ça ne sert à rien de faire un sondage là, à 3 semaines du vote pour dire aux gens que voici, par esprit de conformisme, à cause du conformisme, les sondages sont des outils d'ingénierie sociale. Et voilà. Pour faire pression sur les gens. Ça s'appelle de la corruption. Ça s'appelle la corruption. Les sondages, en campagne électorale, les sondages devraient être tout simplement interdits. Parce que sinon, n'importe qui a étudié, qui a fait de la statistique en sciences sociales, c'est que à partir du moment où est-ce que tu observes puis tu commences à parler de ton objet, tu opères sur ton objet et donc tu modifies l'objet que tu es en train d'observer. Le sondage lui-même modifie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que tu sors un sondage, il est déjà plus bon parce qu'il vient de modifier la donne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, absolument, je comprends. Donc, ça devrait être interdit, ça devrait être un blackout de sondage durant une élection, puis on le sait le lendemain de l'élection, ou le soir du vote, là, pas 3 semaines après non plus. Là. Et Alexis, il y a une question comme ça, sans rentrer dans le détail de la politique américaine, l'héritage qu'a légué au peuple américain, mais aussi au peuple du monde qui ont été inspirés par les patriotes comme Nigel Farage et Donald Trump. Okay? Est-ce que tu crois que le fait d'avoir éveillé ces gens-là, le cœur des patriotes, fait en sorte que c'est un actif qui est encore bien en vie malgré le fait que Donald Trump ne soit plus président? Ouais. Non, mais écoute, évidemment que c'est galvaniseur. C'est évidemment qu'ils ont galvanisé les gens et que, je veux dire, tu as juste à voir, regarde, comment je pourrais dire, les ressources et les efforts que les médias mettent pour combattre, je veux dire, ce qu'ils appellent les complotistes. Oui. Je veux dire... c'est énorme. Il y a une fissure qui s'est créée. Il y a 2 mondes maintenant. Hein. Il y a ça tourne autour justement de... En fait, les complotistes, là, Alexis, c'est rien d'autre qu'un patriote. C'est un patriote, c'est n'importe qui un complotiste. Un complotiste, c'est quelqu'un qui n'accepte pas le discours officiel des médias. Si tu dis, par exemple, que l'Union européenne a été créée pour telle raison, tu es un complotiste. C'est-à-dire que c'est une étiquette... je veux dire, c'est comme la saucisse high grade, là. Tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Okay, oui, il y a n'importe quoi aussi.
Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, Mais mais il y a un petit peu de n'importe quoi là-dedans. c'est ça. Ça goûte bon, mais c'est pas bon pour la santé. Voilà. Fait que c'est un outil, de guerre de l'information. C'est un outil sémantique de guerre dans la guerre de l'information pour challenger toutes les personnes qui s'opposent au discours médiatique, de quelque allégeance que ce soit au niveau politique, économique, ou c'est vraiment un terme fourre-tout. Oui. On remarque que cette espèce d'emprise sur les esprits qu'ont les médias est de plus en plus contestée. C'est-à-dire, il l'était déjà à partir de 2015-2016. Les gens n'écoutaient pas les médias pour le Brexit. Les gens, par exemple, en France, le référendum sur l'UE, ils ont voté non, alors que les médias étaient encore une fois unanimes pour le faire passer. Donc, il y a cette espèce de plus en plus, cette espèce de rupture entre les peuples et les intérêts mondialistes organisés autour des médias. Et c'est ça. Donc, les médias sont en train de perdre de plus en plus ce combat. Maintenant, ils étaient en train de le perdre big time. Ils sont désespérés, solide. En 2019, c'était comme. Puis en plus de ça, ils ont comme je veux dire, sont en faillite économique, sont maintenus du bout des bras par les oligarques financiers, le cartel bancaire, etc. Mais en termes de crédibilité, ils perdaient beaucoup. Et ce qui les a sauvés, disons, c'est la crise du COVID. Alors que les mondialistes ont joué toutes leurs cartes. C'est-à-dire que si tu regardes, ce qui fait en sorte que le discours tient, c'est que tout le monde joue son jeu. Les syndicats embarquent, les ordres professionnels embarquent, les politiciens embarquent, les médias embarquent, et les docteurs embarquent. Il y a plein de docteurs qui disent que c'est faux, mais il n'y en a aucun qui va sortir parce qu'ils sont tenus par la censure. Et donc, le fait que tout ça, je veux dire, tout ça tienne, on se dit, comme souvent on se dit, les médias contrôlent quand même l'esprit des gens. Mais pas tant que ça. C'est pas tant les médias que l'ensemble de tous les facteurs qui font en sorte que ça tient. Et que s'il y en a, par exemple, si tu avais des médecins ou si tu avais comme un seul média au Québec qui divergeait, qui avait, tu commences à avoir des grosses fissures, etc. Donc, ils n'ont pas autant de puissance qu'il n'y paraît. Mais c'est ça, en tout cas, ça leur prenait une crise comme ça pour cristalliser leur crédibilité. Et là, Alexis Cossette-Trudel, en mars 2020, il voit ça aller. Il laisse peut-être la chance aux coureurs, mais je suis certain que même le jour même qu'on fait l'annonce, c'est un peu comme moi, là. Je pense que tu avais un gros doute sur... Oui, j'ai regardé ces vidéos-là de la Chine, là, puis c'est les gens qui m'ont... On voyait toutes ces vidéos où est-ce que les gens tombaient comme ça, pac, dans la rue. C'était comme la peste noire, là, c'était la peste bubonique en Europe, là. Les gens... Il y avait des vidéos où est-ce que tu voyais des cadavres, des rangées de cadavres. Puis là, pour créer vraiment l'effet de peur chez les gens. Alors que Trump avait dit que c'était juste une grippe et qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun vidéo qui peut sortir de la Chine sans le consentement du gouvernement chinois. Les gens disent « Ah oui, en contrôlant le signal d'une antenne. » Non. Le gouvernement chinois a une chape de plomb totale sur toutes les antennes, tous les relais. Il n'y a rien qui sort de la Chine sans que le gouvernement chinois le veuille. Et donc, j'ai immédiatement postulé que ces vidéos-là étaient fake, que c'était sorti avec l'accord du gouvernement chinois. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça nous amène... et après ça... J'ai eu, disons, c'est ça, ce sont les vidéos qui ont tout de suite, qui m'ont mis la puce à l'oreille. Oui. Et puis après ça, j'ai continué à creuser, on continue à creuser, les gens t'envoient des informations. Ça s'est fait en argumentant avec le public. Là. À ce moment-là, quand je dis non, c'est rien... là, je perds comme plein de monde. Là, tout le monde. Donc, toi, ça a été une grosse année 2020 parce que c'est l'année du COVID où tu te mets à faire des analyses sur la crise du COVID. C'est ça. Sachant que c'est l'année charnière au niveau électoral aux États-Unis. C'est ça. C'était pas mon truc. Et en plus de ça, tu t'impliques dans le mouvement en faisant des marches, des manifestations et tout. Ouais. Et qu'est-ce que tu en tires de cette année 2020, Alexis? Qu'est-ce que tu en tires de cette année? Qu'est-ce que j'en retire de 2020? Ben, c'est-à-dire que c'est au moins maintenant on joue franc jeu. C'est-à-dire qu'on sait exactement où se situe. Je veux dire,
où se situent les gouvernements, les médias, etc. Là. La ligne de démarcation est claire. Qui a décidé d'y aller avec le mensonge? On sait que c'est un mensonge, on sait que le taux de mortalité, on sait que c'est guérissable avec différents traitements, que les tests PCR sont frauduleux, etc. Alors, qui a embarqué dans le mensonge? Et donc, c'est une année, ça a été une année difficile, mais au moins, c'est ça, c'est que on sait maintenant à qui on a affaire. Avant, on pouvait dire, tu sais, Pascal Bérubé ou du Parti québécois, ou je ne sais pas, je ne veux pas cibler personne, mais n'importe quel politicien, tu le trouvais sympathique, la CAQ, Jolin Barrette. La loi 21, etc. Silence radio, ils sont embarqués dans le mensonge, ils ne questionnent pas, ils ont renoncé à tous leurs devoirs de députés, mais les médias sont embarqués dans le mensonge systématique, ne posent jamais de questions pertinentes. Donc c'est l'année de la clarification des enjeux. Ça a commencé, comme tu dis, en 2008, hein, et puis après ça, 2015-2016, il y a eu comme la faille, la rupture entre les patriotes et les mondialistes. Et là, finalement, on est, 2020, c'est l'année où les masques tombent, où ils jouent leur as, la manipulation politique de la crise sanitaire. Parce que ça a été utilisé politiquement pour, entre autres, changer toutes les règles électorales aux États-Unis dans les États clés. Comment tu trouves ça, dans ton implication, la dose d'amour? Tu as eu beaucoup de rush, mais la dose d'amour du public, parce que je te dis, là, on va se le dire, là, en termes d'amour, tu es pas mal le top. Là. Hein, quand tu arrives dans la foule, c'est quelque chose à voir. C'est de toute beauté à voir. Et comment tu recevoir autant d'amour? Je le prends, je suis extrêmement reconnaissant. Je ne pourrais pas le faire sans ça. Imagine à quel point c'est difficile. Tu le sais, ceux qui sont en avant de la scène le savent. On se fait scier en deux par les médias, les trolls, etc. On se fait insulter, on se fait lancer des tomates, on perd des membres de notre famille. C'est clivant, tout ça. C'est un combat extrêmement ardu. S'il n'y avait pas les gens pour nous aider derrière nous, si en plus de ça, quand tu vas dans une foule, tu te fais lancer des tomates, là, non. Ça serait difficile à maudire. Disons que c'est ce qui. Les gens sous-estiment des fois beaucoup le potentiel d'un bon mot. Tu sais, je sais, je le dis souvent, je ne réponds pas beaucoup je réponds comme je peux là, au courriel, etc. Mais j'en lis des fois qui me remontent tellement le moral, là, qui te font chaud au cœur. Et je sais, quand je lis des lettres aussi, les gens m'écrivent des cartes postales, des lettres, ils expliquent de quelle façon j'ai touché leur famille, de quelle façon ils me disent des fois, là, je fais partie de la famille, je suis sur la télévision, là, sur le grand écran. Et moi, je veux te dire, Alexis, là, peu importe où on va, les gens t'aiment, on t'aime, tu restes que tu deviennes de plus en plus fort, que tu continues ton beau travail, que tu ne te décourages pas. Parce que les salopards ont voulu avoir ta peau au niveau des médias. Ils ne l'auront pas. Tu es fait fort. Puis tu as une grande famille qui t'entoure, qui t'aime, puis on te le dit aujourd'hui. Ouais, merci, c'est apprécié. On est content. Je suis certain qu'on doit avoir des bonnes cotes d'écoute parce qu'on ne te voit pas souvent sur Facebook. Et on est content de te voir aujourd'hui. En passant, je tiens à te remercier de ta présence le 18 mars. Est-ce que tu as aimé ça? Ben oui, c'est le fun. J'aime ça aller à Québec. En fait, on parlait des médecins sont muselés, mais ceux qui étaient là, c'est quelque chose. On a des C'est ça. Mais en France, c'est pas aussi muselé qu'ici. Pensez sérieux, on est un des pires endroits au monde pour la liberté d'expression. C'est un des pires. Pensez en Allemagne, là, les médias ont critiqué Merkel, les politiciens ont critiqué Merkel. Étant donné qu'il y a eu une vraie démocratie en Allemagne, elle a dû reculer puis s'excuser. Si on avait des vrais médias ici, des vrais journalistes, des politiciens, le gouvernement ne pourrait pas faire ce qu'il fait. C'est pourri. Là, les questions à Legault, mais vous êtes pourris. Là. Vous le savez, vous continuez et honte à vous. On est comme obligé de faire le travail d'information des médias, de réflexion critique. J'aurais jamais cru faire ça de ma vie. Moi, c'était pas ça. Là. Moi, je voulais être prof de philo. Là. Non, mais tu fais un superbe travail. Encore une fois, du fond du cœur, on te remercie. Et de voir tout ce monde-là se réunir. Est-ce que tu penses qu'une fois qu'on se réveille, qu'on peut s'endormir, Alexis? Non, c'est ça. Je l'ai dit, c'est comme... Non, c'est ça. C'est un entonnoir. Là, tu peux rentrer, mais tu ne peux jamais ressortir. Excellent. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est ils le savent, c'est-à-dire que
les médias le savent qu'ils jouent sur du temps emprunté. Absolument. C'est pour ça qu'ils doivent devancer leur agenda, précipiter tout. Et, Voilà. et le fait qu'ils précipitent, ça rend ça visible pour les gens. Oui. Ils Exactement. rushent ça, puis quand tu rushes, tu fais mal la job. Combien de personnes maintenant C'est caricatural. Combien de personnes maintenant sont écœurées d'entendre, de se faire la morale par des gens comme Dumont, Martineau, Lagacé, édenté, vous allez avoir du sang sur les mains, on va vous envoyer à Gagnon. Ridicule. Le matraquage constant. Ridicule. Ah oui. Les gens sont... c'est ça, tu sais, ça passe plus, là. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent parce qu'ils sont obligés, tu sais, il n'y a presque plus de personnes en réanimation. Là. Il y a presque plus de personnes dans les hôpitaux au Québec. Puis ils nous posent une troisième vague avec des requins variants. Puis, oui. Fait que là, les gens se réveillent à un moment donné, mais c'est ça, c'est parce que ça devient trop gros leur affaire. Ça marche. C'est pour ça que c'est ça qui me donne espoir, c'est que ça ne marchera pas à long terme. Ils ne peuvent pas continuer avec du rien. C'est comme continuer à inventer des affaires avec du vent. Là, les chiffres sont juste pas au rendez-vous. Là, je viens entendre le fameux mot-clé que j'aime dire, moi, parce que le mot espoir. Donc, toi, avec tout ce qui se passe présentement, malgré le fait qu'ils jouent tout leur carte, tu as espoir en l'humanité, tu as espoir qu'on sorte de ça plus fort? Regarde, oui, pour la raison suivante. Regarde, au Québec, pourquoi ça fonctionne au Québec? Parce que tous les corps de métiers, syndicats, etc., médias, gouvernement travaillent tous à l'unisson. Oui. Et donc, il n'y a pas de fissure apparemment là, dans la superstructure, il n'y a pas de fissure dans le discours. Ça fonctionne pour le Québec, mais ça ne fonctionne pas à l'international et c'est pour ça qu'ils nous empêchent de voyager. Ils ne veulent pas qu'on les voie ailleurs. Parce que partout ailleurs, ça commence... On ne pourra pas être seul au monde avec la crise du COVID. Non, mais attends, c'est parce que tu fais affaire à Horacio Arruda. Il va t'arriver avec le variant québécois, là, lui. Oui. Mais tu sais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que, pour que ça fonctionne, cette histoire de COVID-là, la planète doit être à l'unisson. Tout le monde doit maintenir simultanément toutes les mesures, etc. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les gens commencent à, par exemple, aux États-Unis, il y a comme une vingtaine d'États maintenant où est-ce qu'il n'y a pratiquement plus de masques, de mesures sanitaires. Et donc, ça va disparaître graduellement. Et là, plus ça va disparaître, parce que c'est un coronavirus. Les coronavirus, ça monte, puis ça descend, puis ça s'en va. Oui. Contrairement à ce que disait le Dr Weiss, là, ça s'en va, les coronavirus. Ça reste à l'état de trace dans le corps social. Je l'avais déjà expliqué l'été dernier, c'est-à-dire que ça reste résiduel, ça reste comme le rhume commun. Là. Le virus a perdu sa force initiale. Il va toujours rester là, le COVID-19. Là. Il va être là. Dans 100 ans, il va être encore là. Mais ça va être comme un rhume ordinaire. C'est déjà un rhume ordinaire, mais c'est-à-dire que quand il arrive un petit peu avec une force, puis après ça, il disparaît. C'est comme ça. Les coronavirus fonctionnent de même. Et donc, là, c'est ça, ils opèrent avec plus rien. Et puis, c'est en train de diminuer partout. Puis là, de plus en plus d'États commencent à déconfiner, etc. Le discours devient de moins en moins défendable. Les États francophones, c'est-tu moi qui fabule, mais on dirait qu'on est... Oui, la France, oui, ils sont sévères. La France et le Québec, on dirait, c'est le laboratoire mondialiste. Oui, bien, il faut regarder les particularités de ces deux États-là. Hein. Je ne sais pas. Hein. C'est des laboratoires mondialistes. Moi, j'ai entendu la thèse, quelqu'un qui a écrit qui évoquait la thèse du catholicisme, mais bon, faire plier les derniers. Mais ça, c'est une thèse qui se défend, je ne sais pas. Mais c'est vrai ils vont à double tour en ce qui concerne la France et le Québec. Étrangement, le paradoxe là-dedans, c'est que ceux qu'on croyait être les dociles, même si on est une minorité, sont probablement parmi les leaders les plus organisés. Exact. Ouais, je pense qu'on est un des mouvements les mieux organisés. Des réflexions critiques sur la COVID, les mieux organisés, oui, tout à fait. On était exemplaires à ce niveau-là, oui. Une inspiration pour le monde. Et on répète, on a toujours prôné l'action mobilisatrice pacifique. Exact. Exemplaire, pacifique. En ce qui me concerne, moi, j'avais dit numérique aussi sur Internet, donc pas d'action violente dans la rue, etc. Oui. Ça a toujours été ça. On s'est inspiré toujours de Martin Luther King, Gandhi, JFK, tout ça. Donc... Il y a eu une anecdote, Alexis, on va la raconter. On n'ira pas dans le détail, mais l'anecdote où, à un moment donné, on voit notre face à la télévision et c'était indiqué que... les complotistes là, voulaient s'attaquer aux infrastructures. Alors, écoute, moi, je n'ai jamais compris cette passe-là. C'est quoi? Ils ont voulu upgrader d'un niveau pour nous faire peur? Oui, ça c'est la mesure. Ça, c'est le point 5. Ça s'appelle médias
assassinat social. OK. Tu Donc, ils sais, ont dans la voulu, censure, là. ben oui, donc, Tu sais, je t'ai parlé de ça, les 7 points de censure au début du live. Oui. Ben ça, c'est ça. C'est qu'ils assassinent socialement des personnes, même si on n'a rien à voir avec tout ça, même si ils font, tu sais, par amalgame. C'est des tactiques. Tactique. Des Donc, tactiques c'était volontaire, selon toi. Évidemment que c'est volontaire. C'est juste pour traîner les noms dans la boue, faire en Oui. sorte. Le truc, c'est qu'à partir du moment où est-ce que tu vois ça à la télévision, il y a beaucoup de gens qui hésitent après ça à s'associer à nous. Oui. Moi, je te dis, là, tu sais, comme ça fait 4-5 mois là, qu'ils me traînent dans la boue dans les médias. En septembre dernier, j'avais plein de personnes qui me contactaient, des artistes, des politiciens, des journalistes qui m'écrivaient, tu sais, lâche pas, etc. Puis, tu sais, après ça, les gens commencent à avoir peur. Tu sais. Fait que ça fonctionne d'une certaine façon, mais ça ne nous découragera pas. Oui. Tu sais, par la suite, ils vont revenir, ces gens-là. Comme avec le COVID, tu sais, au début de la crise du COVID, tout le monde me critiquait, disait on te suivait sur tes analyses aux États-Unis, Alexis, mais là tu as perdu complètement les pédales avec le COVID. Là. Il y a une crise, le virus est dangereux. Puis ils sont tous revenus, puis ils sont tu sais, désolé, Alexis. Là. Il va se passer la même chose par la suite. Ce qui est intéressant dans une crise, Alexis, c'est qu'on voit ceux qui sont avec nous jusqu'au bout. Hein? C'est ça. Comme Trump, hein? Trump, tu l'as vu, hein, quand il a dit ça, un jour, j'aimerais tout perdre pour savoir qui est réellement avec moi. Exactement. Il dit ça. Tu l'as vu, cette citation-là? Oui. Parce que c'est seulement dans le moment de crise que tu peux savoir, même des fois, ton meilleur ami, la personne, il va te laisser mourir. Et un passant que tu n'aurais jamais imaginé va comme finalement tout sacrifier pour t'aider. Tu le sais pas, c'est le moment... le moment crucial, tu sais, où est-ce que, ouais, où est-ce que en tout cas, c'est ça, tu vois les personnalités, exactement. Oui, et ça, c'est très positif, puisque, bref... Ça clarifie les enjeux, encore une fois. Exactement. Je voudrais parler également au niveau on a été, un moment qu'on a vécu anecdotique qui m'a fasciné. Moi, ça a été vraiment Rimouski. Parce que je me souviens, tu avais fait un web journal, on s'était entendu que c'était le dernier. On sentait la soupe chaude, hein, on sentait qu'il se passait quelque chose. Et on a décidé d'aller à Rimouski puisqu'on l'avait annoncé. On va à Rimouski et je te laisse raconter l'anecdote. Sans nommer de nom, c'est trop drôle ce qui s'est passé là-bas, mais c'est drôle et c'est pas drôle. La rencontre avec des policiers qui nous disent que, bon, regarde, on vous aime bien, les gars, mais faites attention à ce qui s'en vient là-bas. Arruda vous surveille à partir des quartiers généraux de la SQ. Oui, on était surveillés par Arruda par drone, c'est ça qu'on a entendu? Par drone, effectivement. Il va vouloir arrêter la manifestation. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Rimouski, 600-700 personnes dans la rue, autant de policiers. Mais là, il y avait un nouveau type de policier. Là. Moi, je ne suis pas bon là-dedans, mais ça ressemblait à des policiers militaires. Pas juste, ils ont, tu vois, c'est que il y avait un nouveau type de policier, effectivement, mais ça vient aussi, c'est venu, la transformation des forces de police est venue avec le COVID. Hein. C'était comme, il y a eu une passation avec, dans la transformation politique, les voitures de police à Montréal sont passées au noir, entre autres. Oui. Et c'est sorti, je pense, je ne me rappelle plus quand, l'été dernier, etc., que les voitures de police et les logos et les emblèmes d'une multitude de corps de police sont passés au noir simultanément partout dans le monde. Ah oui, hein? Comme en Australie, aux États-Unis, en Europe, il y a eu cette espèce d'upgrade de la police. Oui, c'est ça, c'est que, ben, comment dire, hein, il nous préparait, pour la tyrannie technosanitaire à venir. Oui, et j'ai comme l'impression, pour avoir eu quelques discussions avec certains policiers, policières, j'ai comme l'impression que même s'ils auraient aimé que ça fonctionne, cette tactique-là, j'ai comme l'impression que chez les policiers, policières, ils sont très, très réticents à embarquer là-dedans. Certains d'entre eux, moi, il y en a qui sont venus me parler durant les manifestations, puis nous appuyaient. Ça doit être comme dans tous les corps de métier, ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés d'obéir à la hiérarchie. Ils peuvent faire un peu de désobéissance. Mais en fait, c'est ça, c'est pas nécessairement de la désobéissance. Hein. Moi, j'aimerais amener le concept de résistance civile. Tu sais, c'est un peu comme la grève du zèle. Là. Si vous n'avez pas à faire certaines choses, faites-le pas. Laissez passer les gens.
Si vous n'avez pas nécessairement à arrêter quelqu'un pour le masque, ne le faites pas. Si personne ne regarde, laissez-les filer. Moi, j'invite les corps de police à faire ce genre de trucs-là, les gens à le faire aussi, les gardiens de sécurité, pas juste ça, mais dans tout le monde qui a à agir sur la COVID a opéré à une forme de résistance civile. Oui. Par le laxisme, par des grèves du zèle. Exactement comme il le faisait en Union soviétique à la fin. Ah, okay. À la fin, là, le peuple en avait assez de toutes ces règles ridicules, de cette espèce de classe, le politburo qui mange du caviar alors que la classe, le prolétariat souffre. Et les gens, les policiers, etc., s'entraidaient finalement. Le peuple, on laissait passer, les policiers laissaient passer. Il y avait comme cette espèce d'ambiance, une espèce de résistance civile contre les dictats du politburo. Et c'est ce à quoi j'invite les gens maintenant. Pas à de la désobéissance civile nécessairement, mais à de la résistance civile, comme on l'a vu à la fin du régime soviétique. Oui, puis j'invite aussi les commis d'épicerie à fermer les yeux lorsqu'on met le masque sous. Exactement, c'est ça que je veux dire. Tous ceux qui ont à agir, faites des clins d'œil des fois. Passez votre chemin, regardez ailleurs si vous pouvez regarder ailleurs, de la résistance civile. Vous n'avez pas à le faire. Si personne ne regarde, si votre boss ne regarde pas, participez pas à cette, mascarade. Ce coup de force politique. C'est pratiquement un coup d'État. C'est antidémocratique. On est en train de, comme on le disait en début d'émission, de changer complètement de régime sans jamais avoir consulté les gens. Exactement. Alexis Cossette-Trudel, ça a été un plaisir de te recevoir. Appelons ça à l'émission. C'est toujours un plaisir. Et on peut te voir où, Alexis? Là? Parce qu'on ne peut plus te voir sur YouTube, on ne peut plus te voir sur Twitter, ni sur... mes web journaux. À quel endroit on peut te voir? Mes web journaux, je les publie sur Rumble et sur Odyssey. OK? Je suis live sur Twitch, sur DLive et sur VK. VK, c'est un peu comme mon nouveau Twitter, là. Ouais, donc, diffuser, les web journaux sont diffusés comme avant. Là, je fais des web journaux comme avant. J'en ai ces plein. Plateformes-là. Sur VK, Twitch et DLive. C'est en direct. Après ça, la version enregistrée, je la publie sur Rumble, rumble.com et sur Odyssey. Si vous cherchez Radio-Québec sur Rumble, Rumble, il faut être très particulier dans la façon de chercher, c'est-à-dire c'est Radio-Québec en un mot, le R majuscule, le Q majuscule, pas d'accent. Pas d'accent, les deux majuscules, toutes collées. Sur Rumble, vous cherchez Channel, il y a vidéo, il y a Channel. Vous allez tomber sur les vidéos de Radio-Québec. Excellent. Puis Radio-Québec, tu as un site Internet aussi? Bien là, on s'est fait, le site Internet est tombé en janvier dernier, mais il va revenir en ligne bientôt. Là. Il va revenir, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir des lives directement sur ton site. Ça c'est un challenge technologique, un challenge technique. Ah, on va essayer de trouver des gens qui peuvent t'aider. Ça coûte trop cher. Oui, good. Des amis, je veux dire, des amis informaticiens, là, le message est lancé. Si on peut donner un coup de pouce à Alexis. Et également, écoute, Alexis, encore une fois, il fait un super travail et il faut aider les gens comme Alexis. Mais surtout, laisser faire aider Alexis, c'est aider la Fondation. On est ici pour aider la Fondation. Oui, non, je le sais, mais en même temps, je vous le dis, c'est important, les influenceurs qui donnent leur vie justement pour qu'on sorte de ce marasme-là, de ne pas les oublier, de savoir où ils sont et de partager ce qu'ils font. Tu fais un excellent travail. Merci. Effectivement, je vais parler de campagne de financement qui va très bien. Je vous remercie infiniment de votre générosité. Encore une fois, moi, je considère l'équipe d'avocats et de spécialistes. Parlons de l'équipe. Moi, je considère qu'on a les Oilers d'Edmonton des années 80. OK? En termes de ceux qui connaissent le hockey, les Wayne Gretzky, les Coffey et compagnie, on a cette équipe-là. Et naturellement, c'est pas facile de faire face à des gouvernements, mais avec l'équipe qu'on a, on va y faire face et on va se donner les meilleures chances de réussir, mais ça prend tout de même des sous. Malgré le fait qu'il y en ait plusieurs d'entre eux qui ne marquent pas toutes leurs heures ou qui ne chargent pas tout leur temps. C'est important d'avoir des sous pour pouvoir les rémunérer. Mais également, au niveau de la Fondation, c'est important d'avoir des sous pour envisager d'ouvrir d'autres fronts. Je veux juste dire que
Oui. À date, là, c'est la poursuite de la Fondation contre le gouvernement le pourvoi, là. Oui. C'est la quatrième poursuite qui a été, ou la quatrième ou la cinquième poursuite qui a été déposée contre le gouvernement du Québec. Il y en a eu plusieurs autres auparavant. Oui. Elles ont toutes échoué. Mm. Pourquoi toutes ces poursuites échouent? Eh bien, c'est parce que elles font pas le travail comme le fait la Fondation. Je dis pas que le pourvoi de la Fondation va réussir, mais c'est celui qui est le plus outillé. Pour la raison pour laquelle il est le plus outillé, parce qu'il a été chercher des experts. Et tout ça, évidemment, Voilà. coûte des sous. Par exemple, Oui. je veux dire, c'est comme un expert, quand il doit rédiger un rapport de 60 pages, il ne fait pas ça sur son temps libre, là. Non. Puis vous en avez combien, des experts comme ça? Fait que on a des experts du Royaume-Uni, de la France, de la Suisse. Donc, on est Donc, très, si on veut se battre sur le front juridique, ça prend des experts. On ne peut pas juste faire comme une poursuite boboche, puis déposer ça, puis ça prend des experts et c'est ça. Et des bons avocats des qui bons ont avocats. qui ont du cœur au ventre. Puis avec Dominique Desjardins au Québec et Rocco Galati en Ontario, qui travaillent beaucoup en équipe. Et en parallèle, au niveau des ordres professionnels, on a Jean Dury. On est très, très privilégié de les avoir. Je vais aller sur un terrain glissant, mais je vais faire très attention à la façon dont je vais le dire. Je supplie, au nom du bien-être collectif, ceux qui ont des recours juridiques présentement en cours, d'éviter d'aller à la va-vite et d'éviter ce qui est fait dans certains cas présentement, de ne pas vouloir collaborer avec la Fondation. C'est triste parce que ça amène des résultats déplorables. Et ici, l'objectif, c'est si on travaille ensemble, c'est de ne pas prendre le crédit. La Fondation, le but de la Fondation, ce n'est pas prendre un crédit pour une victoire. Le but, c'est de gagner. Et si on gagne en équipe, tant mieux. C'est ce qu'il faut faire. Et il faut éviter de la division, là, parce que la division, ça amène souvent des résultats qui ne sont pas souhaitable. Et présentement, j'appelle encore une fois de plus, à l'unification des forces, du moins au niveau des avocats. On n'est pas obligé de se prendre par la main publiquement. Mais au niveau des avocats, la collaboration est nécessaire et la Fondation, je pense que le 18, on ne se le cachera pas. On a les meilleurs experts de la planète et ceux qui ont des experts, on va combiner nos forces et on va faire des stratégies ensemble. Ils n'ont pas à être faits au niveau du grand public. Là. Ils n'ont pas à savoir qu'on se tient par la main, mais au moins, si nos avocats et nos experts peuvent collaborer, bien, qui va être gagnant de ça? La collectivité au complet. Alors, je vous en supplie, là, je vous le dis, je suis rendu là. Je vous en supplie, cessons d'aller frapper le mur sous prétexte qu'un est meilleur que l'autre, parce que ce n'est pas ça la game. Alors, je vous en supplie, là, collaborons. Et ceux qui souhaitent collaborer sans que ça soit public, bien, nous, on a toujours été ouverts, on a toujours eu la porte ouverte à une collaboration discrète entre avocats. Donc, le message est lancé. Le message est lancé, mais il est important, ce message-là. Alexis, encore une fois, merci, mon frère. Écoute, merci de m'avoir reçu. C'est toujours impressionnant à écouter. Et puis, naturellement, ça va être enregistré. On va réécouter ça. On va essayer de comprendre tout ce que tu nous expliques. Parce qu'en toute humilité, des fois, on en perd des bouts. On réécoute, puis après 2-3 fois, on finit par comprendre le sens du message. Et on est chanceux de t'avoir au Québec. OK? Parce que tu es né à Cuba, puis tu restes au Québec, puis une chance que tu es là. Parce que, je veux dire, tu es un morceau important dans le succès de ce mouvement-là. Puis, je veux dire que je t'aime aussi. Tu dois te le dire. C'est réciproque, bro. Mes amis, merci d'avoir été là. Alexis, merci d'avoir été là. On se voit, écoute, un prochain rendez-vous, on va l'annoncer demain. Mais j'avais très hâte à ce rendez-vous-là avec Alexis Cossette-Trudel et j'espère que vous avez apprécié parce qu'on ne le voit pas souvent. Maintenant, il vous a dit à quel endroit le trouver. Allez le trouver et donnez-y un petit coup de pouce. Continuez de l'appuyer. C'est toujours un plaisir, Alexis. Merci. De s'entretenir avec toi. Chers amis, on vous souhaite une belle soirée et on se voit très bientôt. On l'annonce demain, la prochaine fois qu'on va se voir. Salut tout le monde. Bye bye. Salut Alexis. Salut.